Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Equinox ce soir en direct de Yaoundé sur Equinox Télévision. Un nouveau drame après l'effondrement d'un immeuble à Douala au quartier Ndogbon au lieu dit Mobile Guinness dans la nuit de samedi à dimanche et long de nombre à l'heure qu'il est, 33 morts selon des chiffres officiels. Ce drame vient s'ajouter à d'autres au point qu'il est donc récurrent que des immeubles s'effondrent au Cameroun. À Douala déjà, l'effondrement d'un immeuble en 2016 avait fait 5 morts et les autorités révélaient que 500 autres immeubles présentaient des signes de dangerosité très élevés dans la capitale économique. Et Yaoundé, la capitale politique, n'était pas en reste pour avoir connu les mêmes déboires. Comment expliquer cette situation? Qu'en est-il de la délivrance des permis de construire et du respect des normes de construction au Cameroun? C'est de ce thème dont vont débattre les 4 invités que nous recevons ici ce soir sur ce plateau d'Equinox ce soir. Il s'agit d'Ahmed Mbala. Bonsoir Ahmed Mbala. Bonsoir Guy Zogo, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci pour cette nouvelle invitation. Merci Ahmed Mbala, vous êtes journaliste au quotidien Le Messager que vous représentez ce soir sur ce plateau. Merci d'être là. Également présent avec nous sur ce plateau, Maître Paul Assiene Aboyoyo, bonsoir. Bonsoir Monsieur Guy Zogo. Je dis également bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et particulièrement à tous les Camerounais qui s'intéressent à la chose politique. Naturellement, les nombreux militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le Parti de l'avenir, le parti du président Cabral Libi, le parti qui prendra le pouvoir au Cameroun à partir de 2025, le parti qui va assurer la gouvernance dont rêve le peuple camerounais. Merci Maître Paul Assiene Aboyoyo d'être avec nous ce soir pour ce débat sur les effondrements des immeubles. 2 autres invités devraient nous rejoindre ce soir ici sur ce plateau. D'ailleurs, c'est une soirée un peu difficile dans la mesure où le chef de l'État regagne le Cameroun après son séjour en Europe. Et les routes sont, à l'heure où je vous parle, la circulation assez perturbée au moment où je vous parle. Mais 2 invités supplémentaires devraient nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Martial Bessala du RDPC et de Raoul Mba du MRC. Alors, nous lançons ces débats. Ahmed Mbala, vous êtes journaliste, et sur la question, justement des effondrements des immeubles, un nouveau drame à Douala, 33 morts au moment où nous parlons. Quelle réaction cela suscite en vous? Oui, d'emblée, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces nombreuses personnes décédées au cours de ce drame, et je voudrais également manifester toute ma solidarité, mon soutien vis-à-vis de ces victimes qui sont en ce moment sous soins intensifs dans les hôpitaux de Douala. Quand je l'ai dit, je voudrais rentrer dans le sujet en vous disant tout simplement, mon cher Guy Zogo, que c'est un drame de plus, mais un drame que l'on pouvait éviter. Vous-même, vous avez dit qu'en 2016, il y a eu un effondrement qui a fait des morts, et puis les autorités ont, après un diagnostic, ont estimé qu'il y avait près de 500 immeubles qui présentaient des allures pas du tout nettes et qui pouvaient d'un moment à l'autre céder. Qu'est-ce qui a donc été fait entre-temps pour que ces immeubles peut-être ne puissent pas céder? Est-ce que des mesures coercitives ont été prises? Mais toujours est-il que l'on se pose la question de savoir comment est-ce que les permis de bâtir, les permis de construire, toute la documentation, comment est-ce qu'on fait pour délivrer ces documents aux gens? Comment quelqu'un peut élever un immeuble dans une zone à risque, dans une zone marécageuse, et quand on sait qu'aujourd'hui la modestie des moyens des Camerounais ne leur permet pas
de pouvoir effectivement construire dans des zones à risque parce qu'il faut d'abord au préalable certains aménagements. Oui, mais il faut déjà dire d'ailleurs que les zones à risque telles que les marécages dont vous parlez relèvent de la seule et unique compétence de l'État. Il est clair. C'est-à-dire que c'est l'État qui dispose de ces moyens-là pour pouvoir y investir. Et comme vous vous interrogez, comment est-ce que c'est... Oui, mais là, c'est vrai, on dit que l'État est le détenteur de la violence légitime. Mais toujours est-il qu'il y a également un adage qui dit que la terre appartient aux premiers occupants qui deviennent également ces vendeurs-là. Et puis, cette loi tacite ou une sorte de tolérance administrative qui existe et les effets de corruption font que des gens vendent des terrains, ils vendent des terres, ils vendent des espaces qui en principe relèvent de l'autorité de l'État. Et cela se fait au vu et au su de l'autorité à elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait donc pour s'y opposer ou alors pour arrêter cela? Elle ne fait rien. Vous verrez que même pour construire ces immeubles et mettre des gens en location, il faut bien qu'il y ait, qu'on vous délivre un certain nombre de documents. Et il faut que des ingénieurs, c'est-à-dire sur des zones marines, il faut que des ingénieurs viennent et valident. Et même les services compétents des collectivités territoriales, dont des mairies et autres, devraient en principe, avant de vous délivrer ce type de documents, permis de construire et autres, devraient en principe effectuer une descente sur le terrain pour voir est-ce que le terrain où vous voulez par exemple faire un bâtiment, un immeuble de 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, est-ce que le sol s'y est à ce type de construction? Donc je crois que c'est des préalables. Mais nous sommes dans un environnement où il y a énormément de corruption. Ok, on reviendra sur les aspects de la corruption et tout ce qui cause ces problèmes. Maître Paul Assiene et Aboyoyo, 33 morts à l'heure qu'il est dans cet effondrement de cet immeuble du côté de Douala, quelle réaction cela suscite en vous? D'abord, une réaction d'indignation et une réaction de compassion envers toutes ces victimes. C'est d'ailleurs la compassion du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui est aux côtés de ces victimes, comprend leur douleur et dénonce par la même occasion l'irresponsabilité et l'incivisme non seulement des pouvoirs publics que de ces propriétaires qui pensent faire le commerce avec les vies humaines. Parce que vous parlez des zones à risque. C'est vrai que si on était un pays développé, il n'y a pas des zones naturellement à risque. Parce que si vous arrivez au Japon, si vous arrivez dans des pays d'Asie, vous allez voir qu'ayant des moyens, ils construisent partout. Et ces constructions sont sécurisées. Le problème qu'on peut reprocher à nos promoteurs, peut-être immobiliers, c'est de ne jamais prendre des précautions et ne jamais assurer des garanties pour pouvoir mettre sur pied des constructions solides et crédibles et ne pas surtout viabiliser les terrains qui les occupent. Ils cherchent seulement à se faire des bénéfices, se faire de l'argent, mettre des bâtiments pour pouvoir les commercer. Voilà ce que nous pouvons reprocher, mais nous disons que nous sommes dans un État organisé, et il faudrait que les populations, et surtout les citoyens, sachent que cela relève d'abord de la responsabilité de l'État. L'État qui est dépassé, l'État qui ne gouverne plus, c'est-à-dire l'État qui ne contrôle plus, l'État qui consacre le laisser-faire, le laisser-aller, les libertés non contrôlées. Donc vous voulez nous faire comprendre que en 2016, lorsqu'on avait fait le constat qu'il y avait 500 autres immeubles dans la ville de Douala qui étaient pratiquement en état de ruine, on suppose que l'immeuble qui s'est effondré là maintenant en faisait partie. On n'a rien fait, on aurait pu agir en ce moment-là.
Oui, on aurait pu agir, mais ça devait être une surprise si on agissait, parce que les constats, on le fait chaque jour, mais les actions sont rares. Les constats, c'est d'ailleurs la dose de tous les jours, vous constatez, mais ceux qui sont chargés de gérer les affaires publiques, ceux qui sont chargés d'assurer le respect des règles d'urbanisme, ceux qui sont chargés de contrôler le développement urbain démissionnent. Nous voyons qu'ils n'ont rien à faire quand ils n'ont pas un intérêt. Si vous voyez que c'était un constat qui pouvait permettre à ceux-là de se faire plein les poches, je crois qu'il y aurait eu des actions, mais justement parce qu'ils ne trouvent pas. Puisqu'il n'y avait pas de compte. C'est vraiment ça le véritable problème de gouvernance dans notre pays. Mais je rappelle quand même que les autorités ont pris peut-être parfois souvent des mesures très fortes. En 88, vous êtes certainement des habitants de Yaoundé, vous connaissez le fait de l'immeuble, l'école montée, pas très loin du palais des sports actuel, où en décembre 88, très exactement, il y a eu des jeunes élèves qui sont morts parce qu'il y avait eu un mouvement de panique, mais on a donc rasé l'établissement. Mais on n'a plus vu ce genre d'action aussi forte depuis lors. Oui, vous parlez d'un fait. Et je me dis qu'on ne passera pas le temps à agir après, c'est-à-dire des gens investissent, vous permettez que des gens investissent, des gens déploient leurs moyens et puis plus tard vous venez estimer qu'ils ont mal construit ou alors ils n'ont pas respecté. Donc il faut agir dès le départ. Je pense que tout commence au début de la procédure, c'est-à-dire comment. Parce que on ne se lève pas et puis on va seulement construire. Il y a une documentation nécessaire qui s'octroie ou alors qui se délivre auprès de certaines autorités, auprès de certains services, notamment le service municipal. Alors justement, comme nous sommes dans le service municipal dont vous parlez, le permis de construire au Cameroun se délivre après une demande et vous avez 45 jours pour attendre donc pour que vous puissiez entrer en possession de votre permis de construire. Est-ce que pour le peu qu'on en sait, est-ce que ça se respecte? Comment ça se passe? Non, mais ça ne peut pas être une raison qui puisse, par exemple, ça ne peut pas être un blocage. Ça ne peut pas être un blocage, surtout lorsqu'il faut protéger, parce que c'est le rôle de l'État, protéger les populations. Donc, vous devez veiller, lorsque vous avez une circonscription, vous devez veiller à ce que l'urbanisation soit respectée. Vous avez vu en 2021, le maire, le premier magistrat de la ville de Douala avait organisé, c'était d'ailleurs la première édition en novembre 2021, il avait organisé les journées de l'urbanisme de Douala. Au cours de ces journées-là, il estimait qu'il était important de sensibiliser les populations parce qu'effectivement, des années avant, il y a eu des effondrements d'immeubles. Et il s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'anarchie, beaucoup de désordre. Ça fait qu'il était important de réglementer un peu le secteur et expliquer aux populations pourquoi est-ce que ils devraient construire ainsi. Parce que là, il faut comprendre que Douala est une ville qui est presque sur de l'eau. Donc, pour construire à Douala, il faut beaucoup d'études, de terrain et autres. Donc, il a organisé, mais on voudrait bien savoir où en sommes-nous, parce qu'on a juste servi la conclusion et pourquoi pas une autre édition depuis 2021. Voilà, 2021, c'était la première édition. On n'a plus, donc ce n'est pas une actualité que j'ai écoutée entre temps, mais l'idée était très bonne, parce que quand vous, même en termes pour la délivrance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour que vous ayez le permis de construire ou le permis de bâtir et autres. Donc, il avait donc institué cela et ces services étaient effectivement là pour expliquer aux populations comment ça se passe. Mais je le dis toujours, je le répète, je le réitère, il y a un fort niveau de corruption qui fait que, il y a un fort niveau de corruption qui fait que les populations n'arrivent pas à
construit tel qu'il se doit, parce que vous allez vous rendre compte que dans les mairies, il y a des gens qui vous font savoir qu'il est possible de contourner la procédure normale. Et parce que vous voulez pas attendre le délai de délivrance qui est peut-être long, mais il peut être long, et les services compétents expliquent généralement qu'il faut effectivement aller vérifier, s'assurer de ce que le demandeur du permis a déjà réuni tout ce qu'il faut, comme tout ce qui est exigé pour pouvoir lancer, par exemple, les travaux. Mais on a souvent vu, Maître Paul Assiene, on a souvent vu dans la plupart des chantiers ici, à peine on a commencé, on voit justement un écriteau de la mairie du coin qui dit interdit arrêt des travaux. Interdit mais sauf que les travaux en question, on ne sait pas s'ils s'arrêtent toujours. Quel est le problème? Est-ce que les gens construisent avant d'avoir obtenu des permis de bâtir? Ce n'est qu'un simple formalisme. Moi, je pense, vous avez bien fait de le relever. Ce que font ces services de la municipalité, c'est le saupoudrage. Vous savez que pour obtenir un permis de conduire, qu'est-ce qui préoccupe la municipalité? Un permis de bâtir. Un permis de bâtir. Qu'est-ce qui préoccupe les agents municipaux? C'est simplement la recette. Vous produisez tout simplement, ils vous exigent de produire un certain nombre de documents, ils ne vérifient même pas comment vous avez fait. Et ils n'ont pas leur service propre, parce que les municipalités devaient travailler par exemple avec le Lamborghini, qui donne un avis d'expert, de 10 d'experts, que voilà ce qui peut être, voilà peut-être ce devis est conforme, peut-être la réglementation, les conditions géotechniques et géodésiques sont remplies pour pouvoir assurer, mais ils ne s'encombrent pas de telles précautions. Ils cherchent simplement à avoir le montant, ils taxent, ils voient ce qu'ils peuvent recevoir et vous délivrent à coût, franchement, de CFA. Vous payez, vous avez le papier. C'est la réalité au Cameroun. Vous payez, vous avez le papier. C'est tout. Alors, si vous voyez ces écriteaux que vous venez de relever sur les chantiers, c'est peut-être parce que l'enveloppe n'est pas encore arrivée à destination. Quand l'enveloppe arrive à destination, effectivement, le tour est joué, vous pouvez poursuivre. Et vous voyez parfois, comme je disais, c'est un simple formalisme. Parfois, quand ils viennent poser ces écriteaux, les coups de fil passent, on appelle qui de droit, et effectivement, il dit à ceux-là, bon, vous pouvez décamper. Voilà la réalité de notre pays, voilà ce qui se passe. Ok, alors merci Maître Assiene. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Raoul Mba. Bonsoir Raoul Mba. Good evening, Zogo. Good evening to the millions and televiewers. I want to sincere apology because actually there was traffic, and secondly the state has to block the road for everyone from passing because they said the president is passing. Okay. So that's my reason why I'm late. Okay. So my apology to Cameroonians. Okay, Mr. Raoul Mba, what do you think after the collapse of a building in Douala, who makes now 33 people died? Actually, the situation is, I think it's not the first time we are observing situations like that. We have seen in many cases where a structure is being put down, maybe collapsing. But I think that if I want to focus directly, I think maybe the problem is we have to blame maybe the architect because like we have said it oftenly that the reality of most of the problem in Cameroon is that the foundation of our educational sector is the reason why maybe the consequences of what we are experiencing today.
Because you cannot, I know that Cameroonians will be saying that, oh, why are we talking about the architect? Yes. Is it like we don't have good architect? Is it like we cannot produce good architect? But we are talking about a situation of having a good architect at the primary level. But at this time, you are not have information say that this man who built this house have an architect. No. It's not sure. No, obviously, it's not before sure a building is being put in place, there must be an architect, that has designed. This is in the case if everything is going well. That is what I'm saying. That yes, if the building went down or it collapsed, the reasons is very clear. It was done by an architect, someone that has designed that building, designed the structure. You cannot tell me that we have the Cameroon school, the special school for architecture in Cameroon. There are some students that will go there just for 4 years. Upon that, they already have a certificate, or what they better call it, Nissan. And from there now they go operational. Though the school put it that the 4 years program does not give you maximum right to carry out any projects on buildings. But I believe that this is the reality, because if we are having buildings that is collapsing, the reality is that the buildings, the architect behind, it's not, I can say that they are not the professional, because 4 years is not sufficient time to give us a good architect. Why are other buildings not collapsing? Why are state buildings not collapsing? Because the reason why state buildings are not collapsing, because they got a good architect, maybe taken right from China. We have buildings that has been constructed by architect right from China. But now the reality is that the ones that have been put in place by private, or buildings that are constructed for private use, private purposes, are being done by those architects that maybe left from the Cameroon Special School of Architects. Yeah. So that is why I'm saying that it's also a good opportunity for a follow-up. Yes, because sometimes, take for example, sometimes you see, like when I was coming, we were talking about a program when they say, okay, attention, it's forbidden to to construct. But now the reality is that, corruption also plays its own vital role in situations like that. Because if you see, you put on a building and maybe there is a follow-up and they comes and says, sign interdit, or that you should not continue with the construction of that work. But you come behind, maybe you remove something from your pocket, you give those people, and the reality is that building continue. And maybe that building is being put in a risk zone. You get it? Maybe they say, all right, this area is a risk zone because of swamping, and they know that if you put on a building that will go, let's say 3 floor, 4 floor, it's normal that the building will go down. But now, that is why I said corruption will come in, because if you proceed to continue with that building, mindful of the life, it's but normal that the building will collapse. So we should not sometimes be blaming, because blaming maybe Cameroonian or blaming those responsible. The reality is that I know of many buildings that has been put in place. Sometimes the government comes back, or those agents on the ground, when they identify that this building will go down, and now maybe because of the economic situation in our country, and you just remove, let's say, 1 million francs and give to the technician or to the person that has been put to follow up, the reality is that he takes, and the building continues. Do you think authorities failed at this on this step? The authority, the reality is that I think that we should be very honest. When the head has a problem, automatically those behind them is very normal that they will obviously follow. Because if you take based on situation, they will be asking, how is the head failing? When you see situation where, take for example, the head decides to manipulate the situation of the presidential election, and what do you expect? Those behind, those under him will automatically say, all right, it's like they say the water is dirty. Let us leave us in that system. So that is why I believe that in situation like this, every day on the platform we keep on complaining
on the same thing. Either if it is not a problem of economy, it's not a problem of politics, we keep on. So there is that need to reform the entire sectors in Cameroon. Yeah. And that is why I said if we want to reform the entire sector, it has to be on the basis of, if we reform it, we start now from the primary level. Whatever output it provides, whatever output, it will start from the primary level. So we need that rebirth, we need that renaissance for the entire nation. Because if like renaissance, like renaissance, like your political parties. That is it. Okay. Because if we want to accept and say that no, the reality is that when we come and talk, they said no, we keep on blaming the authority, we keep on blaming the administration, but as we are doing it, the same situation keep on happening. Why is it that on a daily basis we cannot come on a platform and say, all right, we want to applaud the government for this wonderful initiative, but each and every moment we keep on coming to complain, and sometimes Cameroonians are fed up because they keep on asking on the same basis. We keep on complaining on the same, as days go by, we keep on complaining. What is changing? Okay. So I think that it's also a point for Cameroonians to see the reality. Monsieur Raoul Mbadoué, merci, qui dit il faut revoir les choses de bout en bout. Vous souleviez l'aspect de la corruption aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi grave que cela? Les mairies, par exemple, dans le domaine dont nous parlons, celui de la construction, les mairies ne suivent pas? À votre avis, puisque aujourd'hui il y a eu un effondrement, on est conscient qu'il y a encore des immeubles à Douala qui pourraient s'effondrer d'ici là. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc pour que ce type de drame n'arrive pas? Effectivement, vous verrez, on met sur certains immeubles, on dit à démolir. Mais plus tard, ces immeubles-là, c'est-à-dire quand vous regardez la date, ça date peut-être de 10 ans, la croix de Saint-André qui a été mise dessus. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait après? Il suffit que le monsieur se rende, par exemple, dans les services à la mairie, ou les services qui sont venus signer son immeuble. Il va verser peut-être, comme Maître le disait, il va verser peut-être de l'argent et puis on va laisser. Et il y a même ici à Yaoundé, il y a énormément d'immeubles, des maisons qui sont dans des zones où vous êtes conscient que lorsqu'il pleut même, il y a une forte pluie, vous regardez comment le terrain s'affaisse petit à petit, mais jusque-là, les gens passent, il y a même des magasins, des boutiques et autres. Ça ne dit absolument rien à personne. Vous irez... mais si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que vous devez vous-même déjà savoir quel que est là le où rôle vous vous trouvez, vous ne devez pas être là. L'État, c'est son rôle régalien de protéger les populations. C'est d'abord le rôle de l'État. Donc vous n'allez pas dire que simplement du fait que des gens ne sont pas censés ignorer la loi. Non, vous devez absolument les préserver de toute catastrophe que ce soit. Si vous estimez, si des gens vont construire dans des zones à risque, et vous savez très bien que demain ou après-demain ça peut causer un danger, mais vous venez les déguerpir. C'est tout. Vous avez vu regardez par exemple ce qui s'est passé en Gouaché. Oui. Après, on a mis une ceinture de sécurité. Mais aujourd'hui, les gens y vivent de nouveau. Et vous verrez même là où l'immeuble s'est écroulé, là, vous verrez demain des gens venir bâtir même encore des immeubles qui peut-être moins solides même que celui qui est tombé. Je dis rien que dans la capitale. Et vous comprenez que tous les secteurs sont malades. Tous les secteurs sont malades. Oui, tous les secteurs sont malades. Les Camerounais meurent de tout maintenant. Vous voyez, c'est un effondrement des mœurs. Ça prouve quoi? Ça prouve simplement qu'il y a certains services qui n'ont pas joué leur rôle. Et certes, les responsabilités peuvent être partagées, mais la grande responsabilité relève de l'autorité de l'État, qui en principe doit s'assurer de ce que partout les gens construisent, que ce soit des endroits où des gens peuvent vivre en sécurité et qu'ils ne puissent pas avoir une catastrophe comme celle que nous venons de vivre. Voilà plus d'une trentaine de Camerounais. Vous imaginez bien ce que ces gens représentaient pour leur famille. Vous imaginez ce que ça peut créer? Des gens qui travaillaient, des gens qui étaient peut-être la source de revenus de leur famille. Vous pouvez imaginer combien de familles sont brisées à cause d'un drame comme celui-là? Non. Il faut donc anticiper. C'est vrai, nous n'avons pas ça, cette culture de planification. Le Premier ministre le disait encore récemment. Oui. Pour
les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes, les régions. Il estimait qu'il faut absolument pour le développement local une planification parce que rien n'est fait. C'est-à-dire les choses sont faites comme si on ne savait pas que demain pourrait arriver et qu'il au petit bonheur, la chance. Là. Oui, et que peut-être la population pourrait accroître. Donc, quand vous voulez faire un projet, il faut planifier. Il manque dans ce type de planification. Et Douala, moi je crois que même les sénateurs, les élus de Douala n'aident même pas la ville de Douala. Est-ce que vous savez que Douala est déjà sa position stratégique fait qu'il y a une affluence de personnes qui y vont. Et vous comprendrez que Douala seul produit plus de 3 000 milliards chaque année. C'est-à-dire que 3 000 milliards que Douala produit. Parce que effectivement, c'est là où on retrouve la grande partie des entreprises classées de première catégorie. Donc, en termes de ressources financières, Douala brasse énormément et produit. Et vous vous rendez compte que dans cet argent, Douala bénéficie de autres 5%. Vous comprenez que, en principe, pour une ville, c'est comme on parle souvent de l'Est ou des ressources que l'Est produit, mais quand vous regardez en retour ce que l'Est bénéficie ou alors reçoit, ça ne représente rien par rapport à ce qu'il donne. C'est la même chose pour Douala. Donc, il y a un type de projet que des élus, quel est leur rôle en ce moment-là? Expliquer que mais c'est Douala, on ne va pas tout le temps avoir ces difficultés. C'est les inondations, c'est les effondrements, c'est c'est des problèmes de... Alors, je crois qu'il y avait le projet du Grand Douala, c'est ça? C'est vous qui vous occupez des questions économiques aussi. Tout à fait. Le projet du Grand Douala qui a quand même pris de l'eau pour Où en sommes-nous avec le... C'est-à-dire que c'est toujours ce type de projet, c'est des grands projets, mais comment est-ce qu'on fait pour les suivre? Donc moi j'ai aimé au départ l'idée du maire de la ville de Douala qui effectivement avait lancé ces journées de l'urbanisme de Douala. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre Monsieur Roger Mbassandine. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Donc, je crois qu'on aura l'occasion de lui poser certainement la question à Maître Bala. Alors, Maître Siéné, alors, sur cette question-là, donc aujourd'hui, les mairies sont comment? Sont-elles dépassées ou alors elles essayent de faire avec le peu qu'elles ont? Ahmed Bala évoquait la modestie des moyens aussi. On est quand même dans des grandes villes là. Douala, c'est pratiquement tentaculaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec très peu de moyens pour suivre des chantiers comme cela? Est-ce qu'on y arrive vraiment? Laissons les mairies de côté. Oui. Ne continuons pas à remuer le couteau dans la plaie. Parce que les mairies n'ont rien. Les mairies n'ont rien. Le pouvoir est fortement centralisé. Je voudrais poser la question aux Camerounais. Qu'est-ce qu'un ministère du développement urbain et de l'habitat? Vous avez appris que le ministère du développement urbain et de l'habitat est allé aujourd'hui à Douala regarder l'immeuble qui s'est effondré. Le médecin après la mort. C'est vraiment, je crois que les Camerounais sont très patients. Vous allez vous moquer des morts. Qu'est-ce que fait ce ministère au Cameroun? Quel est le rôle? Vous avez parlé des immeubles de 88. Il n'y avait pas un ministère du développement urbain et de l'habitat. Pourquoi après la création de ce ministère, on s'enfonce davantage? Il y a des phénomènes que nous observons aujourd'hui. Il y a effectivement un développement très anarchique de la ville aujourd'hui au Cameroun. Après les inondations, vous voyez les effondrements du mur. Vous voyez effectivement que Douala est actuellement dans l'eau. Alors qu'il y a un ministère du développement, du ministère qui partait d'abord du ministère de la ville et pour devenir aujourd'hui le ministère du développement urbain et de l'habitat. Donc, nous pensons très sérieusement que les amis de M. Bessala ont montré qu'ils n'ont plus rien à foutre dans les affaires publiques. Et ils sont tellement limités qu'ils sont confinés désormais à se moquer des Camerounais, à faire des parades. Parce que le déplacement du ministère du développement urbain aujourd'hui à Douala, c'est une parade. C'est une mission inutile avec son équipe. Ils vont simplement se charger de remplir les poches et ils ne vont rien faire par la suite. Nous déplorons cette inconscience, cette insouciance d'un gouvernement qui se moque
chaque jour du peuple et nous continuons à enregistrer les morts. Et franchement, il faudrait que le peuple camerounais se réveille pour dire assez, c'est assez. Que fait le ministère du Développement urbain et de l'Habitat? Quelles sont ses missions? Rien, absolument rien. Voilà. Alors, Maître Assiene, on vous a bien suivi de coups de gueule et vous nous permettez d'ailleurs aussi au même moment d'accueillir, après votre sortie, d'accueillir Martial Bessala pour le compte du RDPC. Vous venez là, le chef d'État est de retour. Vous qui venez dehors, il est de retour dans la capitale. Bonsoir, puisque je vous vois là. Bonsoir à tous mes copanélistes que j'ai l'immense plaisir de retrouver ce soir. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Mes sincères excuses à votre endroit du panel et à l'endroit de ces téléspectateurs. Vous savez que la première institution du Cameroun a foulé le sol ancestral du Cameroun il y a quelques minutes et les dispositions sécurité et protocolaires m'ont empêché à un certain niveau de mon trajet, moi qui viens de Yaoundé 7, de poursuivre le chemin. Et après la libération de ces dispositions protocolaires, le contrat moral, vous savez, qui lie le RDPC au débat public contradictoire, ne pouvait m'empêcher d'être là ce soir. Bon, je vais dire que et je ne saurais terminer ce point sans exprimer en tant que représentant du RDPC ici la reconnaissance et cet encouragement à toutes les militantes et militants du RDPC qui étaient mobilisés en centaines de milliers pour exalter, voyez-vous, la magnificence à l'endroit du président national de ce grand parti, le RDPC, qui vit et qui exprime toujours à chaque occasion, démontre sa capacité de mobilisation et d'expression de sa force militante et politique. Le chef d'État, vous l'avez vu ce soir ou bien il est en forme? Non, il est très en forme, requinqué comme d'habitude. Donc, j'irai directement sur le sujet qui porte sur les 7 effondrements d'un immeuble à Douala, qui a fait 33 morts au moment où nous parlons. Avec ça sont des chiffres officiels. Oui, il faut dire que il faut dire que il faut dire que je ne peux pas prendre la parole sur ce sujet sans m'incliner dans la mémoire de tous ces Camerounais qui sont tombés, parce que personne ne mérite de mourir, et pire encore dans des conditions que nous avons observées. Donc mes sincères condoléances, les condoléances du RDPC, les condoléances de tous ceux-là qui croient que la vie des Camerounais est sacrée. Et comme nous avons encore cette faiblesse-là de nos pensées, nous exprimons nos condoléances. Après l'avoir dit, je voudrais dire que j'ai suivi Maître en entrant, vraiment Maître. Moi, je me disais que vous savoir dans ce panel va nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants juridiques, même comme vous allez me dire, vous n'êtes pas là en tant qu'avocat, vous êtes là comme politique, mais vous deviez expliquer, dire aux Camerounais que les réponses à leurs préoccupations, notamment en matière d'urbanisme, se trouvent dans la loi. Et cette loi du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun, c'est une loi qui est abondamment fleuve, détaillée, qui a tous les éléments. Là, dans cette loi, Guizou, s'il est bien clair qu'il y a des zones qui sont des zones inconstructibles. C'est bien écrit. Allez lire l'article 9. Moi, j'ai lu cette loi il y a beaucoup d'années, mais j'ai retenu parce que j'ai trouvé beaucoup d'éléments intéressants là-dedans. Il y a les zones qu'on appelle les zones inconstructibles. Ça veut dire que des zones qui se retrouvent à des endroits où, naturellement, les populations peuvent être exposées aux phénomènes naturels. C'est-à-dire que vous avez des zones où l'inondation, par exemple, quand il y a une forte pluviométrie, il y a des risques d'inondation. Il y a les glissements de terrain et eau que nous avons observés. Ces zones-là sont des zones inconstructibles. Il y a des zones qui sont des zones déconseillées par la loi. C'est-à-dire que la loi dit que on ne vous conseille pas d'aller construire, par exemple, à proximité d'une industrie, à proximité des bruits, des nuisances sonores. À flanc d'une montagne et autres. D'une montagne, ou alors à une zone où vous serez exposé au risque de menace à la santé publique. Par exemple,
la loi est claire là-dedans. Pour ce qui est de la responsabilité des collectivités territoriales décentralisées, il faut dire que cette loi a redonné aux collectivités territoriales décentralisées la responsabilité de la planification urbaine. Je dis une responsabilité totale. Oui. Pourquoi je le dis? Les 5 plans d'urbanisation qui existent, à savoir le plan directeur, le plan d'occupation des sols, le plan de secteur, et tous ces plans-là sont de la responsabilité des collectivités territoriales décentralisées, notamment passant par la mairie de la ville et les communes d'arrondissement. Et ces communes-là, la loi est claire, parce qu'aujourd'hui, on va dire que j'ai suivi les débats comme quoi la décentralisation, vraiment, ces communes ont proposé des plans qui n'ont pas été validés. La loi est claire. Oui. La loi est claire. Il y a 2 dérogations. Donc, ces collectivités n'ont aucun échappatoire, et même ces citoyens. Premier échappatoire, premier élément, première dérogation. La loi dit que si une commune ou une collectivité, comme j'ai entendu tout à l'heure, n'ont pas les moyens pour faire des plans, le régime juridique qui s'applique est la loi régissant l'urbanisme. Ça veut dire que les collectivités peuvent appliquer directement la loi sur la base de la planification nationale des sols. Deuxième élément, la loi est claire. C'est-à-dire que ces collectivités que vous voulez défendre ici, la loi est claire. C'est-à-dire que la loi dit que une fois que ces plans sont publiés, c'est-à-dire que si ils ne sont pas publiés, on applique la loi. Ces plans-là, ces règles sont applicables aux individus, aux personnes physiques comme morales. Donc vous ne pouvez pas retrouver un échappatoire. Donc vous voulez nous dire que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé. Donc ces gens devraient, oui, voilà. Pratiquement ces lois sont rendues publiques. Et vous regardez tout cela. Et l'État a donné des prérogatives aux collectivités territoriales décentralisées de s'assurer de la délivrance des permis de bâtir et tous les éléments connexes qui s'y trouvent à la répression même. C'est-à-dire que l'État donne la possibilité aux collectivités de requérir même la force publique pour rétablir. Donc la responsabilité est celle des collectivités. Donc les collectivités, elles ont leur part. Elles doivent jouer pleinement leur rôle juridique. Parce que la loi, que ce soit la loi, que ce soit le Code général des collectivités territoriales décentralisées, leur ont donné des prérogatives et avec plein de dérogations qui sont en mesure d'être appliquées pour nous éviter ce que nous avons vu à Douala. Parce qu'aujourd'hui, regardez et observez, même à Bastos, d'où je sors là tout à l'heure, vous regardez les règles simples, c'est-à-dire qu'on dit la vue principale des habitations et la rue. On dit c'est 5 mètres. Allez voir. On dit les servitudes. Et ces servitudes-là servent en cas de danger même. Parce que lorsqu'il y a un danger dans un quartier, il n'y a même pas. On parle des ordures. Même les structures en charge de collecte des ordures n'arrivent pas à entrer dans les quartiers parce qu'il y a un désordre. Vraiment, que les collectivités prennent leurs responsabilités. Mais quand même, Marcia Bessra, les collectivités territoriales décentralisées en termes de responsabilité par rapport à la loi sur la décentralisation sont assez récentes du point de vue de ce pouvoir que vous leur attribuez et qu'il faudrait, mais l'État lui-même, alors le gouvernement, il disposait quand même de plus de moyens. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici? Non, je dis que ce n'est pas depuis 2019. Mais qui peut le moins, peut le plus. Qu'est-ce que le gouvernement fait là? La décentralisation, la décentralisation suppose quoi? Et c'est celle-là que tous les acteurs ici, même sur les plateaux ici, ont appelé de tous leurs voeux. Et ces pouvoirs que je dis, dont disposent les collectivités, ne datent pas que de 2009, du Code général. Je vous dis que la loi date de 2004. C'est une loi du 21 avril 2004, la loi numéro 2004/003. Cherchez, vous verrez que cette loi est abondante, elle est fleuve. Et là-dedans, on retrouve toutes les prérogatives. On mentionne bien les collectivités territoriales décentralisées depuis 2004. Dans cette loi-là, avant même les lois sur l'orientation de la décentralisation de juillet 2004, les collectivités avaient déjà les prérogatives en matière d'urbanisme, en matière de planification, en matière d'aménagement du territoire. Toutes les compétences ont-elles été transmises? Parce qu'on sait qu'on a un problème en matière de décentralisation aujourd'hui au Cameroun. On a les compétences parfois qui sont transmises, mais pas les ressources pour. On a... Vous voyez un peu? Non, il faut dire qu'il faut expliquer. Voilà pourquoi nous sommes très embêtés quand les gens qui connaissent viennent sur le plateau pour manipuler l'opinion. Quand vous connaissez, venez édifier l'opinion au lieu de manipuler pour des raisons politiques. Parce que quand les gens tombent à Douala,
On ne cherche pas à savoir leur carte politique. Et même s'ils en disposaient, vraiment ces personnes-là, même si elles en disposaient, ces cartes politiques sont restées posées, mais ces personnes vont mourir et elles seront enterrées. Donc, nous sommes très sérieux quand on parle de situations sociales comme celle-là, qui peuvent conduire à la mort des citoyens. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous disons que la décentralisation camerounaise est basée et fondée sur des principes bien clairs, que même Maître connaît, à savoir un principe essentiel qui est le principe de la progressivité. Et ce principe de la progressivité tient lieu du fait que la décentralisation étant une réforme profonde de l'État, l'État devrait, pour ne pas tomber à certaines... Parce que la décentralisation a des menaces aussi. Elle n'a pas que des bienfaits. Il y a des menaces aussi dans la décentralisation, surtout pour des pays aussi cosmopolites, des pays aussi divers, aussi multicolores, multiethniques, multicommunautaires comme le Cameroun. Donc, il faut aller dans la progressivité en injectant des moyens et des compétences, en jaugeant. Voilà pourquoi le président, lorsqu'il prend la parole l'année dernière, le 31 décembre, lorsqu'il parlait de la décentralisation, il a dit quoi? Nous irons progressivement, tout en observant, en analysant l'évolution de la décentralisation, son impact dans le développement social et culturel, économique, tout en observant aussi des velléités qui peuvent monter du fait que les gens peuvent confondre l'autonomie à l'indépendance. Donc, il faut observer. Et là, il s'adressait certainement aux séparatistes. Voilà, donc... Mais le chef d'État ne trouve certainement pas que l'impact peut être négatif. Au contraire, il faudra accélérer. Non, il faut toute réforme de l'État à son revers. Toutes les réformes de l'État. Que ce soit le fédéralisme, que ce soit la décentralisation, que ce soit même la confédération d'État, que ce soit le régionalisme. D'ailleurs, l'Espagne est un État régionaliste, non? On voit, voilà, vous voyez la situation de la Catalogne. Donc, il faut y aller. Et ceux qui nous ont précédés, parce que le Cameroun n'invente pas le fil à couper du beurre, donc ceux qui nous ont précédés dans cette réforme de l'État, nous voyons quelles ont été leurs erreurs. Et le Cameroun, dans sa réalité de l'implémentation, veille à ce que la décentralisation, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Dans le cas du Canada, le Québec a fait les référendums 2 fois pour aller à son indépendance. Donc, voilà. Donc, sans pourtant que cela soit arrivé. Alors, Ahmed Bala, je vous vois vouloir réagir à la sortie de Martial Bessala à l'instant. Oui, d'abord, réagir, Martial est tout dans son rôle. Martial est entièrement dans son rôle. Je le connais, donc je ne suis pas très surpris. Mais toujours est-il que faut pas qu'on s'éloigne du moins. Parce que le fait là, c'est que des Camerounais sont morts. Ils sont morts à cause d'une construction qui ne respectait peut-être pas les règles, ou alors la construction a été faite sur une zone qui n'était pas inconstructible. C'était une zone inconstructible. Voilà. Donc, quand on pose le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Je crois que les amis de Martial Bessala doivent intervenir. Que Martial nous évite le petit jeu qu'il est entré en parlant de décentralisation, que le pouvoir a déjà carrément été transféré au CTD, de telle sorte qu'elles peuvent de manière autonome de manière indépendante prendre certaines décisions. Et nous sommes tous conscients que certaines constructions, c'est-à-dire que vont au-delà du maire, c'est-à-dire que le maire peut même dit que ici interdit de bâtir, mais que l'autorité, c'est-à-dire qu'une autre voix vient plus haut et dit qu'il va bâtir. Donc l'indépendance dont il parle n'est pas effective. Ce qu'on peut retenir, et je vous le disais, c'est que on doit réformer tout, parce que les lois qu'il évoque, les lois qu'il évoque sont récentes. C'est-à-dire quand on voit le phénomène, vous avez parlé de 88. Oui. Est-ce qu'on parlait de CTD pour dire que... Mais il y a eu des effondrements à cette époque-là. Ça signifie quoi? Que c'est dans le gène même de l'État de laisser faire. Il y a une sorte de laxisme qui existe et ça fait qu'on est obligé de suivre, par exemple, de courir après le fait. C'est-à-dire que se dit maintenant que comme il y a eu effondrement, qu'est-ce qu'on va faire? Vous verrez donc les grandes mesures qui seront prises. Mais on peut les anticiper. Si effectivement chacun joue son rôle dans son secteur. Je répète qu'au niveau de la délivrance des permis de bâtir et de construire, il y a une forte corruption qui s'y passe. Et aussi, très forte corruption. Et aussi, même dans la vente
de terre qui implique parfois l'autorité administrative. Il est conscient, il vient assister à une vente de terrain dans une zone où il est conscient que c'est une zone à risque. Mais en tant qu'autorité, il y va quand même, il décharge l'argent, il signe quand même des documents. Vous verrez que, j'ai dit, quelqu'un vous vend une parcelle au marécage et l'autorité administrative vise le document. Et il est important également que qu'on sensibilise, M. Bessala, dites ça à vos amis, qu'on sensibilise les populations. C'est pourquoi j'avais aimé effectivement l'initiative du maire de Douala, qui devrait en principe être une initiative pérenne, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui elle est en hibernation. On devrait l'avoir dans toutes les grandes villes pour que les populations comprennent que qu'on ne leur vende plus les zones marécageuses, puisque jusqu'à aujourd'hui, ça se vend, même ici à Yaoundé, tu vas dans une zone marécageuse, quelqu'un vous vend le terrain. Et si plus tard, il y a donc, par exemple, ces catastrophes, c'est là où l'État viendra pour déguerpir les populations, alors que des gens auraient déjà peut-être consenti des investissements dans ces zones. Donc, il faut, à mon sens, anticiper, frapper du poing sur la table. C'est l'État qui est détenteur de la violence légitime. C'est l'État qui peut décider que tout s'arrête, que ces constructions anarchiques. Mais Douala est à 80% faite de constructions anarchiques. Vous verrez qu'en grande partie, beaucoup de constructions n'ont pas de titres fonciers. Beaucoup. Et pas de lotissement. C'est vrai, on estime que les lotissements de la Maïtu sont un peu plus onéreux, un peu plus chers. Mais si l'État est conscient de cela, il faut au moins mettre également des conditions qui permettent à tous les Camerounais d'accéder à un lotissement du moins acceptable et qui peut lui permettre d'être en sécurité. Il en est de même. Vous verrez que des gens y vont aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des moyens de pouvoir se construire une grande maison dans une zone vraiment, dans un grand quartier où tout est bien bâti. Simplement pourquoi on crée... Vous lancez les logements sociaux. Et ces logements sociaux qui sont pour nous, pour les autres. Mais vous vous rendez compte que c'est toujours les Bessala qui s'en vont, c'est toujours les Bessala qui occupent. Non, on parle de qui sont les premiers destinataires de ces logements sociaux. C'est pas les colonels. Mais vous verrez qu'à Olembe, c'est les colonies. Mais la GP a acheté toute une partie. Vous verrez que c'est ils ont acheté des militaires, des colonels ont acheté. Voilà. On fait des non, monsieur Bessala, ce n'est pas normal. On va quand même demander à Raoul Mba, how do you explain the importance of the CTDs now? How do we explain the importance? Yes. The importance. All right. Importance. Okay. All right. I believe that normally when you look even on that planification, if we are looking into the importance, why I think maybe it's good for us to have a good structure, and so that it is going also to enable us and avoid such scenario. But I believe that if I was to take on the premises of what Mr. Bessala was mentioning, on the point of the risk zones, which he mentioned, and I think that Cameroon has a good law, but our priority is the implementation of that law. How is the check to make sure that the laws that is on the text can be able to be the law, or will be the law that will be on a practical aspect. I take, for example, I think that was in 2019, if I was to base my mind on the comparative aspect, where there was a landslide, because he mentioned the fact that risk zone, there exists a risk zone. Now, it's normal that Cameroonians are conscious that I am constructing in a risk zone. But now the problem is, if you are telling that Cameroonians that please live away from that risk zone, what do you have to offer to them? Or what will you offer if I'm living from that risk zone? If you take, for example, like that 2019, we lost about 79 Cameroonians as a result of landslide in Bafoussam. So we saw the state. It came and gave message of condolences. Now, in such situation,
it could also be a golden opportunity to say, okay, in order to avoid future situations, I need to make sure that I enforce the implementation policy to make sure that I avoid that. And it's not just to come and tell us that we have a law that has been put in place to avoid future, not to construct in situations like that. And if you take again another case, like for those that are in the Northwest, I think Finance Junction is an area where everybody, when you want to leave from Bamenda, you are going to Douala, Yaoundé, you realize that those that have constructed around Sisia Quarter, because that is something that I've also carried out a few work there, because it's also a rig zone. But now, if you tell those that are living in that rig zone that please leave that area, they will ask you, even to the common man, the mama and the papa that are in those rig zone, they will ask you. Yes, you will come back. You will come back after. Living, yes, you will come back. You will come back after this just a place of advertising and the news after. Donc une pause s'impose, comme on dit, et nous retournons l'antenne à Douala pour une place publicitaire et le journal de 20h. On se retrouve derrière.